Bon, on peut y aller, je pense. Il est 16h02. Peut-être que des personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu si nombreux présents. Ce webinar est en fait la seconde partie d'un webinar qu'on a fait avec Steve et un autre acheteur qui était basé en Chine. Donc, on l'avait fait durant le premier confinement. On s'était dit, on faudra faire un autre webinar sur les best practices des achats IT, sur le hardware, sur le software, peut-être répondre aussi à des questions qu'on avait eues beaucoup de la part d'étudiants. Et donc, on avait lancé un thème très vague, très large. 45 minutes, c'est très ambitieux pour aborder tout ça, mais on vous donne la parole et on a préparé quelques questions. Et vous avez aussi posé quelques questions en amont de ce webinar sur finalement, c'est quoi les bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'elles sont aussi transposables sur le hardware ou le software? Est-ce qu'il y a des spécificités? Bref, aujourd'hui, je suis avec Steve de Mark IT. Steve, je te laisse te présenter. Allez, je me présente rapidement. Donc, merci Guillaume. J'ai vu qu'il y avait Stéphane notamment, là, chez Viséo, Peter, chez Apram. Je vous cite pas tous. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir. Merci d'avoir suivi. Il y a aussi une flopée de personnes qui me connaissent pas encore. Donc, vous voyez, donc moi, je m'appelle Steve. J'ai le même visage que quand j'avais 23-25 ans. Ça fait 10 ans que je bosse, mais mon visage ne change pas. Donc, vous allez avoir l'habitude maintenant sur ce premier contact. Et j'ai fait 6 ans en achat indirect et maintenant, ça fait 4 ans qu'avec l'équipe Mark IT France, on développe en fait la solution Mark IT sur le marché français. Et dans les grandes lignes, Mark IT, en gros, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Mark IT, on est une marketplace IT B2B spécialisée dans le hardware. Et on aide les grands groupes internationaux à optimiser, digitaliser et simplifier leur achat informatique hardware. Voilà. Donc, même business model dans 35 pays. Et du coup, aujourd'hui, best practice. On a eu des questions en amont, comme tu disais. Donc, comme je te disais, soit tu te lances. Moi, j'ai préparé une ou deux best practice. Je pense que tu en as une ou deux. Et après, le but, encore une fois, c'est de répondre à vos questions en live sur le chat. On en a récupéré en amont qu'on répondra, mais plus ce sera interactif, plus on répondra. Si vous avez des questions, des problématiques en particulier, c'est notre retour d'expérience et le côté interactif qui est sympa. Et j'insiste aussi, il y a un volet sondage. Je l'ai dit pour ceux qui étaient déjà au début, allez sur le sondage parce que en fait, on va benchmarker vos réponses avec des sondages type Deloitte ou autres qui ont été faits sur des responsables achats de grands groupes internationaux. Donc participez, comme ça on va vous donner les réponses et vous pourrez voir un peu comment vous êtes par rapport au CPO des grands groupes internationaux. Donc, est-ce que tu as une première best practice à partager, Guillaume, ou est-ce que tu veux que je me lance? Ouais, alors je vais la partager juste avant, peut-être pour certains d'entre vous qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas Elé. Elé, c'est une société de conseil spécialisée dans le software asset management je m'occupe de la practice achat. Donc, j'accompagne les DSI, les directeurs achats qui veulent bien nous faire confiance pour toutes les négociations sur le software. Maîtrise des coûts logiciels. Donc, on pense tout de suite aux grands acteurs, Microsoft, Salesforce Co, mais il n'y a pas que. On s'occupe de toutes vos problématiques software and cloud. J'arrête la réclame. C'est quoi une bonne practice? C'est quoi tes conseils, alors, Steve, sur le hardware, avant d'arriver sur les questions qu'on nous a posées en amont? Alors, il va y en avoir pas mal, mais il y en a une que j'aime bien. Alors, je t'ai dit, il y a des trucs que tu n'es pas prêt. Donc là, en gros, il y a pour 45 minutes de quasiment 100 personnes en audience, c'est au moins 10 heures de boulot et de lecture. Et donc, merci parce que ça me permet de faire mes devoirs. On devrait tous lire plus et ça me permet de lire d'un coup. J'ai eu un survey là sur une enquête de McKinsey de 2019. Je vous invite vraiment à lire. C'est un papier de 7 à 10 pages qui explique pourquoi certaines sociétés surperforment en temps de crise. Et en fait, c'est un retour d'expérience de la crise période 2007-2009. Donc, il y en a qui sortent du lot et il y a des raisons pour lesquelles ces personnes sortent du lot. Donc là, tu te dis, bon, c'est du lourd qui va suivre. Mais moi, c'est surtout la conclusion, l'image de la conclusion qui m'introduit mon premier conseil pour vous. Et en fait, cette conclusion, c'était une anecdote que je ne connaissais pas du tout, une citation apparemment qui est bien connue, que j'ai apprise et qui dit ça, c'est donc chaque matin en Afrique, tu as une gazelle qui se réveille et qui sait qu'elle doit courir plus vite que le lion, sinon elle va mourir. Et chaque matin en Afrique, tu as aussi un lion qui se réveille et lui, il sait qu'il doit courir plus vite que la gazelle la moins rapide s'il ne veut pas mourir de faim. Et la moralité de tout ça, c'est que peu importe que tu sois la gazelle ou le lion, tu as intérêt de te bouger vite quand le soleil il se lève. Et concrètement, on l'a très bien vu en 2020. On le voit encore beaucoup sur ce début de première année. Et pour moi, il y a un gros truc qui empêche les acheteurs de bouger vite. Et c'est les fameux RFP, donc ces gros appels d'offres trop rigides et trop structurés. Ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Mais il y a vraiment le temps que vous y passez, les différents niveaux de validation qu'il faut. En fait, je trouve ça très dommageable aujourd'hui, alors qu'en fait, il faut casser les codes. Il faut vraiment amener de l'innovation aujourd'hui.
Donc, mon premier conseil, c'est d'arrêter ces appels d'offres très rigides et de les remplacer par ce qu'on appelle des RFS, qui sont des Request for Suggestion, ou des RFI, mais le I pour innovation et pas pour information. Et c'était un acheteur de chez BP, British Petroleum, qui m'avait donné ce conseil il y a 3-4 ans en arrière. Et j'avais trouvé ça génial. Et lui, il m'a dit, j'ai eu que des super retours et mis plein d'innovations là-dedans. Donc, en gros, arrêtez les RFP trop rigides, tentez les RFS, parce que en tant qu'acheteur, vous minimisez. Il faut faire bosser les fournisseurs pour vous. Et le truc, c'est que vous vous rendez pas compte que quand, avec une casquette achat, vous demandez à quelqu'un de répondre, il a envie de répondre forcément. Vous représentez des boîtes qui sont intéressantes pour des structures comme Elemark IT et plein d'autres. Et du coup, envoyer des petits RFS assez. Donc, bref, est-ce que toi, ça te paraît pertinent, ce truc-là, ou il est parti en live avec ses gazelles et ses lions? Alors, je me demandais où ça allait atterrir, je t'avoue, mais non, je vois bien ce que tu veux dire. Et sincèrement, tu n'as pas tort. On a de la chance de recevoir, d'être interrogé par tout type de structure. Et je pense que parfois, on est bridé dans un format de réponse. Et on ne propose peut-être pas assez d'innovation, etc., parce qu'on est bridé dans le format. Donc, je te rejoins sur le fait sur le hardware, c'est possible, sur le software également. Donc oui, d'être trop sur la case bleue, je réponds dans cette case et j'ai 3 points, c'est bien, c'est confortable en termes d'achat, mais finalement, est-ce que je ne me prive pas de l'innovation? Je pense. Et là, je te rejoins. Bon, et bah tu vois, on ne sera pas toujours d'accord à mon avis, mais là c'est cool. Au moins on commence par un bon pied d'égalité. Est-ce que toi, j'avais gardé 2 grandes best practices à partager, mais tu as peut-être un truc que tu souhaites faire avant qu'on aille peut-être sur des pièges à éviter, des choses comme ça. Et ensuite on se focus sur les questions. Oui, finalement, on parle de logiciel, on parle de cloud. Finalement, est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que le cloud, est-ce qu'il y a un seul cloud ou plusieurs clouds? Donc, quand on est acheteur software ou quand on veut devenir acheteur software, déjà, c'est pas simple parce qu'il y a une grosse complexité IT, mais c'est de regarder qu'est-ce qu'on achète. Le cloud, c'est plusieurs principes de as a service. Et donc, c'est est-ce que on achète du software as a service. En gros, je m'occupe de rien. Donc, un exemple, c'est Salesforce. Tout est hébergé chez un client, chez un éditeur. Les données, l'ensemble des fonctionnalités. Ou bien est-ce que je vais aller m'appuyer sur des infrastructures ou des plateformes as a service comme des cloud providers. Alors, les cloud providers, on pense tout de suite à des grands Américains tels que Microsoft, Amazon, mais aussi les Français. Penser à qu'est-ce que j'achète et chez qui. Et en acteur français, il y en a de nombreux, OVH, Scaleway et bien d'autres. Donc, qu'est-ce que j'achète? Pour moi, c'est finalement la première chose, c'est basique, mais c'est j'achète du logiciel on-premise que j'installe sur mes propres infrastructures, ou bien je fais confiance à un partenaire sur du SaaS, sur du IaaS ou sur du PaaS. Tu vois, je profite de l'interaction de Vincent et Guillaume. Donc, merci, vous posez des questions. Donc, Vincent demande quel niveau d'information est demandé via les RFS, RFI, et Guillaume, à quel moment du process, en amont, quid du cahier des charges, dit fonctionnel, etc. Donc, merci pour vos questions intéressantes. Et d'ailleurs, elles vont être liées un peu à la deuxième best practice que je voulais vous partager pour le lancer 2021 comme il se doit. Le niveau d'information du retour de British Petroleum que j'ai eu, et il m'a dit qu'il en avait fait des dizaines, que ça marchait super bien, c'est 2-3 pages maximum. Et ça conseille, il y a aussi la page de garde dedans. Donc vraiment, il y a 1 ou 2 pages maximum de contenu. Et on va pas loin dans le détail de ce qu'on souhaite parce que le RFI et RFS, justement, le but, c'est de ratisser très large. Et en fait, du coup, ça va vous permettre d'aller chercher des solutions auxquelles vous ignorez à la base. Et c'est en fait le plus intéressant dans le processus d'appel d'offres, c'est d'essayer de casser quelque chose ou d'améliorer quelque chose. C'est pas que gagner de l'argent, mais ça améliorerait tel process, telle autre chose en interne. Et donc, 1 ou 2 pages maximum et vraiment dessiner. Et donc, en fait, c'était ça mon deuxième conseil. Et limite, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser dans plein d'autres trucs et pas qu'en achat IT. Mais vous pourrez l'utiliser pour vos RFS et RFI. Ça sort du bouquin de Stephen Covey. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est The 7 Habits of Highly Effective People. Il est vraiment maintenant, c'est un best-seller très connu. Et ceux qui n'aiment pas lire, il y a 2 vidéos qui en sont faites sous format, vous savez, ces vidéos dessins qui résument le bouquin. Super bien faites. Et en gros, il y a une de ces 7 habits des personnes très efficaces, si je le fais en français, c'est en gros vraiment commencer avec Start with the end in mind. Donc, il faut visualiser. Moi, je dis toujours, dessinez votre cathédrale.
Parce que c'est bien beau de mettre les premières pierres en premier, comme on entend souvent, mais si vous avez dessiné une cathédrale, vous posez les premières pierres et à la fin, vous avez bâti une chapelle ou une église, ça ressemble un peu, mais ce n'est pas du tout l'ambition que vous aviez au début. Et donc, pour ça, c'est mon conseil et deuxième conseil de l'année, papier, stylo. Vous voyez, j'ai encore un papier, un stylo aujourd'hui. Je fais que ça. Et quand j'étais acheteur indirect, et en achat indirect, on fait une multitude d'achats différents, que ce soit au niveau de l'office, entre l'achat des bureaux eux-mêmes, mais ensuite, vous allez sur le mobilier, tout ce qu'il faut pour faire tourner une entreprise. Je ne les fais pas tous. Vous avez l'IT, vous avez le HR, les banques, etc. Et bien, tout ce qui a été créé au niveau des départements services généraux que j'avais monté chez Amaris, et ben c'est parti d'un papier, un stylo. Et en fait, je me fixais 4 heures, 2 slots de 2 heures par semaine, où je réservais une salle de réunion, là, comme Guillaume il a fait. Sauf que je venais ni avec un ordinateur, et mon téléphone était en mode avion. Je prenais que des feuilles blanches que je tirais à l'imprimante, et je dessinais. Et en fait, pour faire vos RFS et RFI, c'est ça qu'il faut faire finalement, c'est de commencer vous à vous dire, OK, je prends l'exemple que j'aimais bien, je veux optimiser toutes les dépenses des bureaux au niveau du groupe. En fait, je me disais, ça va servir à qui dans mon organisation? Donc, tu as tout le board, le top management, et eux, ils ont envie d'avoir quoi? Ils ont peut-être besoin de 3-4 KPI maximum. Qu'est-ce qui les intéresse le plus? Ensuite, il y a des directeurs de filiales dans chaque pays. Qu'est-ce qui les intéresse, eux, en termes d'information? Les employés, qu'est-ce qui leur intéresse? Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez dessiné dans tous les sens, vous partagez vos dessins en interne. C'est ça la beauté aussi des achats, c'est que il faut parler avec plein de personnes en interne. Et une fois que vous avez consolidé, à ce moment-là, vous faites un document très succinct, 2 pages, et là, vous envoyez ce fameux RFS, RFI au maximum de personnes, et vous essayez d'intégrer de l'innovation grâce à ça. Donc, deuxième conseil, papier, stylo, et bouquez-vous, franchement. Et pour les sceptiques, je termine sur ça, Guillaume, désolé, après je serai moins long sur mes réponses, mais pour les sceptiques, le bouquin de l'ancien DRH de Google, Laszlo Bock, qui s'appelle Work Rules, il explique très clairement, alors il apprend plein de trucs ce bouquin, mais il y a un truc qui vous apprend, c'est que 80% des innovations de Google, 80%, elles ont été créées dans cette journée par semaine que Google impose à ses employés. Ils sont obligés de travailler sur un truc qui ne correspond pas du tout à leur quotidien. En gros, vous êtes acheteur, il y a un jour par semaine, vous êtes obligé de bosser sur autre chose que des achats. Et après, vous faites des groupes de projets soit vous greffez un groupe de projets existants, soit vous créez votre propre projet. Et c'est ce qu'ils ont mis en place, cette heure de créativité. Elle a créé 80% des innovations de Google sur les dernières décennies. Donc, le papier stylo marche super bien. C'est basique, mais ça marche. Donc, voilà, je vous invite à le faire. Les éditeurs de logiciels ne vont pas être contents. Sauf si tu dessines des nouveaux logiciels, ouais, j'avoue que ça va être… franchement, si tu faisais un RFS, RFI en software, je pense que papier stylo, pareil, ça t'évitera de faire plein de pièges. Toi, tu disais qu'il faut auditer vraiment concrètement. Ouais. En fait, souvent, on se retrouve dans des appels d'offres qui n'ont pas de sens sur le logiciel. Je l'ai vécu auparavant. On a du mal à déterminer c'est quoi les besoins réellement fonctionnels. Donc, travailler sur la fonction. J'achète un CRM, j'achète un outil RH, mais qu'est-ce que j'attends de ça? Et on parle tout de suite de solution et pas de fonction. Donc, soyez vraiment focalisés sur cette partie-là. Et ça rejoint un peu ce que disait Steve. Posez-vous, arrêtez de mettre des cahiers des charges. C'est bien, hein, il faut en faire des cahiers des charges. Sinon, on atterrit sur des réponses qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est de se focaliser sur l'essentiel. Donc, quelles sont les fonctions attendues, quels sont les délais de réalisation, etc. etc. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions dans l'Assemblée? Il y a des questions et je fais un parallèle à Laurie. Tu peux envoyer aussi le premier sondage, à mon avis, là, sur la visibilité fournisseur. Et comme dit, allez sur le volet sondage, Laurie va vous donner un. Et celui-là, vous pourrez vous bencher vraiment avec une étude Deloitte de 2020, des responsables achats de grands groupes internationaux. Donc, ça peut être intéressant de bencher vos réponses par rapport à celles de l'étude Deloitte. Et donc, oui, sur le chat, on a toujours des questions RFS, RFI. Est-ce que tu veux prendre, Guillaume, ou je m'en occupe comme tu veux? Ouais, c'est Heider qui nous pose une question. C'est dans ce cas, ça devient un préambule à l'appel d'offres. Est-ce que ça devient un préambule à l'appel d'offres ou est-ce que ça remplace complètement l'appel d'offres? Alors, très bonne question parce que ça peut faire les deux. Donc, ça peut devenir… Alors, pour moi, ça devrait être un préambule. Après, on donne notre avis aussi au bout d'un moment. Hein, quand vous en faites ce que vous voulez, c'est l'objet du débat. Mais pour moi, oui, ça doit être un préambule à l'appel d'offres. Parce que du coup, si vous ne le faites pas, vous vous fermez à beaucoup de solutions parce que c'est ce que disait Guillaume. En fait, tel critère, c'est 3 points, tel critère, c'est 4 points. Je pourrais vous citer, on reçoit 3 ou 4 appels d'offres de grands groupes par an en moyenne et par pays. On couvre 35 pays, je laisse faire le calcul. Et en fait, souvent, de toute façon, l'appel d'offres d'année en année, il est reconduit. Vous avez prévu un délai de 3 mois, vous bossez dessus minimum 6 mois, 1 an. Il n'est pas conclu. Non, mais c'est vrai, j'ai été acheteur pendant 6 ans, je sais ce que c'est.
Et donc, du coup, ça va vous éviter ça parce que l'autre volet de réponse, c'est que des fois, le RFS, finalement, il vous permet de même pas passer par la case d'appel d'offres. Parce qu'en fait, vous avez trouvé un truc qui va répondre peut-être pas à tout ce que vous auriez mis dans un cahier des charges très rigide. Et là, on cherche la Rolls-Royce qui n'existe pas. Mais en fait, il y a peut-être une voiture très bien bâtie qui répond parfaitement à une grosse problématique. Et du coup, ça vous permet de rentrer cette innovation et pas vous focus sur un truc trop rigide qui finalement, après, vous bougez. Donc, et finalement, en fait, il y a une question là, je te coupe, hein, Steve, je suis désolé, mais Julie qui dit c'est bien, mais comment je compare l'incomparable? Parce que on va proposer peut-être une solution par rapport à une fonction à annoncer, mais on aura toujours des points de différence. Comment je fais pour choisir finalement? Parce qu'à la fin, l'acheteur, les décisionnaires font des choix. Donc, comment je fais pour faire ça? Eh ben pour moi, c'est là où justement ça répond. C'est Heider qui répond en fait avec sa question à Julie. C'est-à-dire que dans ce cas de figure-là, ça va devenir si vous n'avez pas réussi à rentrer une brique d'innovation avec le RFS et qu'il faut quand même repasser par un RFP, à ce moment-là, pour moi, ça devient un préambule. Donc, je emploie vraiment le mot d'Heider, c'est un préambule. Ça vous permet de ratisser plus large encore une fois et ensuite vous envoyez un RFP ciblé encore une fois, essayer de l'alléger parce que vous avez déjà rentré des boîtes que vous n'auriez pas eu fait rentrer grâce à ces nouveaux outils. Et du coup, après, avec ça, vous pouvez affiner effectivement. Donc, c'est là où, dans ce cas de figure-là, ça deviendrait un préambule. Nous, on a une société que je ne citerai pas, c'est une grosse boîte du CAC 40 qui bosse avec nous depuis bientôt 10 ans. Elle devait passer par la case d'appel d'offres. Finalement, ils ont fait un RFS, ils nous ont choisi nous, donc je suis super fier et on bosse pas avec eux aujourd'hui, mais ça se trouve, ce serait des boîtes comme Elé ou une autre société qui soit ni nous ni Elé que vous choisirez grâce à ça. Et en réalité, ça va répondre à votre besoin de façon hyper efficace. Et finalement, regardez, 8 ans plus tard, on a 91% de satisfaction en interne de cet utilisateur de la solution MarkIT. Donc, voilà, vous allez créer des histoires comme ça. Là où je veux vraiment en venir, c'est que vous allez passer à côté d'histoires comme ça si vous ne le faites pas. Et c'est ça le truc que je trouve malheureux en fait dans le fait de ne pas passer par ces cases-là et de faire des RFP trop compliqués. Alors, est-ce qu'on envoie un premier sondage? Alors, est-ce qu'on a des réponses sur le premier sondage déjà? J'ai pas assez de réponses. Quel est votre niveau de visibilité pour les fournisseurs de tiers 1? Donc, voilà, c'est une grosse problématique aussi sur laquelle il faut travailler en tant qu'achat, c'est la visibilité au niveau de ses fournisseurs. Donc, juste pour rappel, hein, allez dans l'onglet sondage juste à côté. Laurie, qui travaille chez MarkIT, a proposé un premier sondage. On vous invite à répondre. Le temps que les réponses montent, c'est en train de se dessiner. Qui rappelle, qu'est-ce qu'un fournisseur de tiers 1, Steve? Yes. Alors, fournisseur de tiers 1, c'est vraiment la logique, toujours le fameux Pareto. On ne peut pas faire d'achat sans connaître le Pareto. Ça va être vos 20-80. Vraiment le fournisseur dont vous ne pouvez pas vous passer. Matière première, si je suis un acheteur de matières premières ou un acheteur de services généraux, nous, c'est sur la partie Office Management. Mes tiers 1, ça va être tous mes promoteurs avec qui je bossais au niveau des achats de bureaux, des choses comme ça. Donc, vraiment, tiers 1, c'est fournisseurs essentiels qui ensuite, eux, font appel à du tiers 2. Donc, souvent, vous allez avoir c'est toutes ces grandes machines, les Airbus, les Boeing et autres. Ils vont avoir un certain nombre de fournisseurs tiers 1, mais derrière, il y a tous ces tiers 2, tiers 3. En fait, ils sont tout aussi importants, mais qui découlent du tiers 1. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Exactement. Et pour le parallèle sur le logiciel, le tiers 1, c'est peut-être les éditeurs majeurs. Donc, par éditeur majeur, ça peut être l'éditeur sur lequel vous avez la plus grosse dépense. Bien souvent, on retrouve Microsoft, mais pas que. Ça peut être un éditeur, une startup sur lequel vous avez basé une marketplace, par exemple, pour revenir dans un contexte MarkIT. Vous avez basé une marketplace et vous en faites bénéficier vos clients. Dans ces cas-là, c'est peut-être un éditeur stratégique dans votre développement de business. Donc, toujours, les achats doivent servir à un client interne, voire un business, et donc, voir les deux, évidemment, et donc, ne pas sous-estimer ces relations avec des plus ou moins grosses entités. Alors, on a plus d'une trentaine de réponses, je crois. Donc. Allez, je vais passer après. Tiens, attends. Hop, je vais vous donner la réponse de ce petit sondage sympathique. Et en attendant que la réponse arrive, il y a Heider qui nous dit sur fonctionnement, ça apparaît assez clair. Quid de la comparaison des offres financières? Donc, on va répondre à la partie offres financières. Alors, on n'oublie pas, hein, on revient, on a basculé sur le premier sondage. On va revenir sur le chat puisque
l'enjeu du webinaire, c'était aussi de nous poser des questions et de pouvoir prendre vos préoccupations. Donc, on n'oublie pas d'y répondre. Donc, le sondage, donc, qu'est-ce qu'il dit en interne là, le sondage on est à peu près 120 connectés. On a très bonne visibilité 20%, bonne visibilité 52%, visibilité correcte 18%, mauvaise visibilité du tiers 1 9%. Steve, c'est quoi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Eh ben, c'est énorme parce que 9% d'absence de visibilité. En fait, si vous voulez, le sondage, donc ça, c'est le Deloitte 2020, auprès des responsables achats de grands groupes internationaux. Ils ont interviewé quasiment 300 responsables achats de niveau senior. Et en fait, le point principal de tout ça, c'est que 50% d'entre eux, et là, vous étiez plus dans le sondage, donc 70% pour vous, et donc c'est très bien, vous êtes au-dessus que cette réponse au niveau des responsables achats. Donc, vous, c'est 70% de personnes qui ont une bonne ou très bonne visibilité. Eux, ils étaient 50. Et par contre, là où ça se gâte vraiment, en fait, c'est qu'ils étaient aussi à reconnaître qu'ils étaient moins de 10% à avoir une bonne ou très bonne visibilité sur les fournisseurs de tiers 2 ou plus. Et en fait, moi, j'aime beaucoup la conclusion de ce sondage qui dit très clairement qu'en gros, on ne peut pas manager ce qu'on ne voit pas. Et moi, je le vois, et avec les équipes, on le voit tous les ans au niveau de comme on fait un webinaire sur les best practices achat IT, hardware, software. En tout cas, sur le hardware, je suis affolé parfois, même 9 fois sur 10 en réalité, je suis affolé par ce qu'on nous envoie. Parce que Heider, effectivement, à un moment donné, il faut arriver à du prix. Mais ça doit être le dernier truc sur la table parce que si vous voulez emmener de l'innovation et que vous drivez que par le prix, je vous expliquerai pourquoi vous vous faites toujours avoir sur le IT hardware à cause de l'opacité qui existe sur ce marché. Donc, ça, on pourra traiter et c'est un point intéressant. Par contre, au niveau des statistiques, souvent, c'est assez catastrophique. C'est-à-dire qu'en réalité, le nombre de lignes qui sont en double parce que le produit est écrit deux fois de façon différente, au lieu d'avoir ABCD1 pour cette souris, vous en avez un qui est écrit ABCD1, ABCD1 étoile, ABCD1. Donc, en fait, vous avez à chaque fois 10 lignes pour la même souris. Je ne vous passe pas tous les cas de figure, mais 9 fois sur 10, nous, c'est des trucs où vous n'avez pas la visibilité. Donc, je ne vois pas comment on peut piloter sans visibilité. Et surtout que ils ont fait un autre rapport, là, Deloitte, sur le risk management, qui expose que 2 tiers des problèmes, en fait, viennent des fournisseurs tiers 2, tiers 3, et que les problèmes liés à ces fournisseurs ont doublé sur les 5 dernières années. Donc, concrètement, la question, c'est aussi surtout vous poser au niveau des tiers 2, quel est votre niveau de visibilité? Et s'il est mauvais, comment vous faites pour regagner en visibilité? Parce que les risques sont souvent là, en fait, opérationnels par rapport à votre société. Alors justement, c'est exactement dans le thème. Il y a un second sondage, c'est quelle visibilité vous avez sur le tiers 2. Alors là, comment on fait sur le tiers 2? Parce que finalement, c'est facile de regarder le haut du panier. Comment on fait pour essayer d'avoir une meilleure visibilité sur le tiers 2 qui est le plus défaillant de ce que tu nous rapportes? C'est là où ça va être, c'est l'origine du débat. On n'est pas là pour avoir des réponses à tout. Et je me pose aussi la question, même toi, sur la partie soft, parce que c'est pas forcément nous, de toute façon, voilà, c'est pour ça qu'on fait souvent des webinaires ensemble, c'est que nous, on est spécialisés dans l'hardware et toi dans le software. Sur le software, moi, si j'y connais rien, je me dis, tu as les grands, en fait, tu vois, les Oracle, les Microsoft et autres. Mais est-ce que finalement, tu vas avoir ce problème de visibilité en termes de tiers 1, tiers 2, ou tu sais toujours un peu… Non, on a au moins une visibilité sur le tiers 1 qui est souvent bonne chez les clients. Donc, on ne loupe pas les gros renouvellements ou les renouvellements à fort enjeu. À fort enjeu, ça peut être tant des montants importants comme des innovations importantes pour le futur de l'entreprise. Sur le tiers 2 et autres, on peut avoir parfois une perte de contact. On peut avoir parfois un intermédiaire qui se glisse avec un revendeur qui fait écran parce qu'on l'a choisi aussi, mais qu'on n'arrive pas à bien le manager. Donc, qui sont finalement ces fournisseurs, ces éditeurs qui nous servent des solutions et parfois des SLA qui ne sont pas au rendez-vous en fonction de nos problématiques. Donc, c'est resserrer le canal de revente. C'est donc, je canalise l'ensemble de mes achats logiciels, soit en direct quand c'est du tiers 1, soit en indirect, à travers des revendeurs logiciels. Et j'essaye de maîtriser les défaillances avec un relais surtout du revendeur qui peut peut-être me remonter quelques alertes. Donc ça, c'est un conseil sur tiers 2 et plus pour essayer de prévenir
une société logicielle qui dépose le bilan. C'est assez rare, mais ça arrive. Comment je récupère le code source? Est-ce qu'il a été déposé en amont chez un notaire, etc., etc. C'est des choses qu'on peut anticiper contractuellement, mais ça se prévoit quand tout va bien. Et bah, du coup, tu vois, vous allez voir, vous pouvez répondre au deuxième sondage en parallèle. Et moi, pour une réponse sur le tiers 1, je répondrai en fait façon imagée où, en fait, sur cette partie visibilité, il faut remettre clairement l'église au milieu du village. C'est-à-dire que les fournisseurs sur de l'IT hardware qui sont pas capables de vous offrir la visibilité dont vous avez besoin pour piloter, bah, en fait, ça doit devenir un vrai critère de décision et de discrimination. Concrètement, il vous faut des solutions. Enfin, moi, je peux prêcher aussi pour mon école là-dessus, mais des solutions comme Mark IT où bah, vous pouvez commander avec une solution unique à travers 300 grossistes en Europe. Mais par contre, votre donnée, elle est normée. Vous n'allez pas vous retrouver à 36 lignes pour la même souris. Donc, peu importe ce que vous allez acheter sur l'IT hardware, IT software ou l'achat en règle générale, la donnée aujourd'hui est primordiale. Surtout qu'en plus, tout ce qui est, on parle de digitalisation, simplification, mais beaucoup d'automatisation aussi depuis quelques années. Et maintenant, c'est vraiment au cœur de l'actualité. Mais comment vous faites sans données, c'est impossible. Et donc, du coup, la donnée maintenant vaut de l'or et il va falloir que vos fournisseurs s'y adaptent et qu'ils arrêtent de vous envoyer leurs références à eux, en fait. C'est pas intéressant. Chaque produit informatique a un numéro de passeport. Donc, c'est pas normal que vous receviez la référence de tel revendeur, la référence de l'autre, la référence. Normalement, chacun devrait vous envoyer la même chose. Donc, à vous de vous battre pour votre donnée. Ce sera ma solution pour avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe au niveau tiers 2, tiers 3. Et au niveau tiers 1, j'espère que vous l'avez de façon logique, entre guillemets. Il y a une question de Pierre sur le chat qui dit le Shadow IT. Le Shadow IT, donc là, c'est sur la partie plus logicielle, je pense, Pierre, il faut peut-être préciser, mais sur la partie logicielle, le nombre de software as a service est souvent, je dirais, minimisé. On pense qu'on a un logiciel, en fait, on en a 15 fois plus. Donc, il y a toujours un facteur 15 entre ce qu'on pense avoir en SaaS et versus ce qu'il y a. Ce qu'on a réellement en entreprise, c'est potentiellement beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'il y a des paiements carte bleue, parce qu'il y a des achats qui passent sous le radar, etc. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Sûrement, peut-être. Est-ce qu'on peut éduquer toujours, aller chercher les clients internes en montrant la valeur ajoutée des achats? Oui, mais il y en aura toujours. Donc, c'est essayer de se concentrer sur des choses assez simples pour combattre ou essayer de diminuer le shadow IT. C'est mettre en place des processus de demand management. C'est qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai déjà une solution qui répond à ça dans le catalogue de l'entreprise? Dans ces cas-là, je rentre dans un processus de demand. Et puis, c'est quand le collaborateur quitte l'entreprise, c'est est-ce qu'il y a un processus de off-boarding? Je quitte l'entreprise, donc dans ces cas-là, j'ai la licence attribuée au collaborateur Guillaume Jedin qui est décommissionné et remis sur étagère, et ça évite de renouveler Aziz les propositions, ça évite de dépenser de l'argent. Donc voilà un peu quelques points. Et ça, du coup, sur la partie hardware, c'est vraiment tout ce qui est solution MDM. On en entend beaucoup parler maintenant, soit des MDM in-house que vous avez auto-développé, sinon les choses comme Intune chez Microsoft ou les DEP Apple et autres. Ça, c'est hyper important pour gérer le cycle de vie des machines. Et ça aussi, c'est important sur les grands groupes, en tout cas, d'avoir une solution là-dessus. Qui fonctionne bien. Tu avais une question, toi, sur l'impact environnemental, Guillaume, tu voulais tout pris. Ouais. Il y a des questions qui me font sourire et on va y revenir après. Ouais. La question, en fait, numéro 2, c'est quels critères environnementaux, énergétiques, sociaux, bref, RSE au sens large, vous prenez dans vos cahiers des charges, vos consultations informatiques. Donc ça, c'est le sondage qui est actuellement en route, je pense. Et donc, oui, c'est un sujet, non, c'est pas un sujet, ou bien je ne sais pas. Alors, on a un oui à plus de 80%, on a à peu près 30 réponses. C'est bien, vous êtes très concerné par les critères environnementaux.
Donc ça, c'est un extrait du baromètre des pratiques du Green IT, donc, auquel Elé participe via l'intermédiaire de sa filiale IJO, qui prend en compte l'ensemble des problématiques numériques et du Green IT pour les DSI. En gros, il faut savoir que 60 à 80 des impacts environnementaux sont issus de la construction, dès la construction des produits hardware. Donc, si vous faites un appel d'offres, par exemple, sur le hardware, potentiellement, vous allez faire des requests for suggestion, mais vous allez inscrire une ligne sur qu'est-ce que vous faites pour l'environnement. Est-ce que vous avez une attention particulière? Et ça ne sert à rien de mettre 15 pages sur l'environnement. C'est qu'est-ce que vous faites? La page est blanche. Et d'ailleurs, Guillaume, merci parce que sur la partie hardware, il ne faut pas en faire 15 pages. Et j'ai au fait l'exemple récent, alors c'est d'hier soir parce que l'acheteuse, elle est basée au Mexique, même si elle gère toute la partie Europe également. Mais en fait, sur leur appel d'offres, elle m'a bien précisé que sur leur machine, deux choses. Ils veulent la notion d'énergie star. Pour ça, voilà, un bench qui parle de lui-même sur l'efficience en fait des machines. Mais elle m'a demandé aussi que ce soit donc TCO Certified. Cette certification, c'est une certification environnementale qui existe maintenant depuis 25 ans et qui est exactement sur ce que tu dis. C'est vraiment depuis la fabrication des machines, quels matériaux sont utilisés, où est-ce que ces matériaux sont sourcés, la performance du produit aussi, comment est-ce qu'on gère est-ce qu'il se casse facilement quand il tombe, est-ce qu'on peut remplacer facilement la batterie, et puis est-ce que le cycle de fin de vie est bien géré. Et c'est toutes des choses où autant des chartes éthiques, etc., ça fait franchement 10 ans qu'on en reçoit et qu'ils sont dans tous les appels d'offres, autant des vraies préoccupations environnementales. Là, vous êtes au double en fait de résultats de sondage dont parlait Guillaume, mais c'est intéressant de voir que et là concrètement nous on le vit. Donc c'est pas juste maintenant des réponses sur les sondages, on le vit vraiment et ça a l'air d'être encore plus présent au niveau du jour. Je pense que l'élément vraiment différenciateur, Steve, c'est qu'est-ce que vous faites en réalité. Il ne faut pas que ce soit les acheteurs qui demandent à un moment dans un request for quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Non, ça doit se traduire par des actes peut-être qui sont déjà en place. On peut lire à droite à gauche, je suis pas un expert du Green IT, mais regarder un film sur Netflix, c'est je ne sais pas combien de kilos ou de tonnes de CO2. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Mais qu'est-ce que font les fournisseurs de cloud pour ça? Certains en font beaucoup, des Français, et d'autres en font moins. Donc, basez-vous aussi sur les communications faites par ces cloud providers. Vous verrez que vous trouverez très rapidement les réponses sur ce qui est fait ou pas fait, et dans des actes très concrets. Et vous avez un pouvoir de boycott, voilà, c'est comme au même titre que moi je me suis dit quand je pourrais enfin plus être étudiant et avoir un petit pouvoir d'achat pour boycotter, j'achète plus de fruits et légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Je ne juge pas ceux qui le font, etc. Moi, c'est un de mes choix de vie maintenant. Et c'est en fait, si tout le monde fait ça, on n'ira plus voir des trucs qui viennent des quatre coins du monde, qui sont souvent dans un sale état, dans nos rayons de supermarché. Parce qu'en fait, la force et le nombre emmènent les changements au niveau des hypermarchés, de leur approvisionnement. Vous pouvez faire ça, vous, au niveau d'une entreprise aussi. Si ces critères environnementaux commencent à prendre le dessus, c'est un pouvoir de boycott que vous avez. En tout cas, on voit que c'est une vraie préoccupation. Donc, pour nous, ce sont des vrais sujets, tant sur le software que sur le hardware. Juste avant de passer à la question 3, il y a une question de Marc qui est hyper intéressante. On revient sur le software as a service. Souvent, il y a une forte composante métier, donc je reprends sa question, hein, et souvent pour des besoins dérisoires, avec des coûts dérisoires, et des besoins très précis. C'est pas la même chose. Vous avez raison, Marc. Le SaaS, il y a un SaaS pour une fonction quasiment, donc c'est très dur d'être partout. Sauf qu'à un moment, il y a peut-être ce petit SaaS qui est tout en bas de la liste, qui d'un coup va monter et va être la solution de demain. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Ça serait présomptueux de ma part de dire oui. Par contre, c'est quand vous avez un sujet SaaS qui vous est remonté, même dérisoire, c'est prendre le temps de discuter avec les achats et le business. Il y avait une question également sur qui gagne. Il faut que ça soit une décision collégiale. Aujourd'hui, on peut encore se poser la question dans le chat où est-ce que la valeur ajoutée des achats est approuvée? Peut-être dans certaines organisations.
peut-être pas dans d'autres. En tout cas, les achats ne sont pas toujours un point de passage obligé. Donc, essayez d'apporter de la valeur en disant, bah, quand j'achète un logiciel, bon, bah, déjà, c'est quoi le logiciel? C'est un SaaS. OK, très bien. C'est quoi l'unité de mesure? On va parler de métrique. Comment évolue cette unité de mesure, etc., etc. Donc, prenez bien le temps. Après, si c'est un coût dérisoire, investissez au moins dans la relation que vous aurez peut-être avec une personne pour des futurs besoins autres et plus gros. Mais c'est une bonne occasion pour essayer de transmettre les bons réflexes. Qu'est-ce que j'achète? C'est quoi l'unité de mesure? Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute un user? C'est combien en plus, etc., etc. Donc voilà. Pour aller vite, je te propose on fasse cette troisième enquête et après on arrête parce que sinon moi je vois pas les questions du chat et comme vous avez été nombreux à poser des questions, je trouve ça plus interactif, sachant qu'on a 5 minutes de rap comme on a commencé 5 minutes en retard. Mais celle-ci, c'est vraiment le sondage que je préfère, donc voir, ça m'intéresse de quelles réponses vous avez posées. Avez-vous prévu de consolider ou étendre votre base fournisseur? Vraiment savoir un peu où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà les réponses, Guillaume? Parce que moi, tu vois, c'est pervers, je vois pas. Je vois les Ouais, alors, moi, je pense que tu as posé cette question-là pour savoir si tu allais avoir de nombreux appels d'offres en 2021, c'est ça? Ah, pas forcément. Parce qu'en fait, il y a un truc hyper intéressant derrière la lecture de ça, mais du coup, voilà, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'ils vont étendre ou est-ce qu'ils consolident un truc? alors, en fait, c'est en train de répondre. Hein. Donc, je rappelle, hein, dans la case sondage, dans l'onglet sondage, pardon, c'est avez-vous prévu de consolider ou étendre votre base fournisseur? Donc, c'est en train de répondre. Consolider, c'est à 36%. Pour l'instant, on a un peu moins de 20 votants. Donc, c'est en train de monter. Moi, j'ai toujours en tête que finalement, les directions d'achat essayaient de réduire leur base fournisseur. Ouais. On disait il y a quelques temps qu'un fournisseur coûtait entre 500 et 1000 euros à l'année pour entretenir toutes les bases en interne. Et Donc, Guillaume, toi, est-ce que tu peux, c'est cette question un peu schizophrénique qui est géniale, qui est un peu binaire, mais en gros, est-ce que tu peux à la fois consolider et étendre ta base fournisseur? bah oui, tu l'as fait tourner. Alors, Non. comment tu fais? Ben, alors ça, c'est une très bonne question. Non, mais c'est potentiellement des personnes, on va prendre de la presta, du soft ou du hardware, le soft, c'est peut-être un peu plus long, mais c'est de se dire, est-ce que j'ai passé une commande durant les 2 dernières années? Est-ce que je dois encore maintenir actif le fournisseur? Par exemple, ça, c'est une première bonne pratique. J'ai pas passé de commande depuis 5 ans. Combien j'ai de fournisseurs? Depuis 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Donc déjà, ça, c'est un premier moyen. Et deuxième chose, c'est faire rentrer de nouveaux acteurs en faisant des requests for suggestion ou innovation pour s'ouvrir. Donc, je dirais que c'est ça ma réponse un peu de but en blanc. Eh ben, du coup, ça va intéressant. Du coup, pour moi, Et, tu vois, est-ce qu'on peut à la fois étendre et consolider sa base fournisseur? Et pour moi, la réponse, c'est oui. Et c'est assez simple et ça se répond en fait. Ce qui vous permet de faire ça, ce sont les marketplaces. Et en fait, c'est un truc qui est en train de bouger. On en entend plus parler, mais ça va pas s'arrêter selon toutes les études de Gartner, Deloitte, McKinsey, Hackett Group et autres. Et en gros, moi, j'aime beaucoup cet exemple. On a un client chez nous, Danfoss, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En fait, ça fait maintenant bientôt aussi 10 ans qu'on bosse avec eux. Ils avaient 130 fournisseurs IT différents sur la zone IMIA avant de démarrer. Ils sont passés de 130 à un seul en utilisant la marketplace IT B2B, Mark IT pour tout leur hardware. Et par contre, on a l'air de dire, OK, bah, ils sont passés de 130 à 1, donc ils consolident. Mais en fait, pas seulement. Parce que nous, derrière la marketplace, on a plus de 330 grossistes aujourd'hui sur la zone IMIA. Grossistes et distributeurs spécialisés. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils consolident, ils passent de 130 à 1. Mais d'un autre côté, ils passent de 130 à 330. Donc, à la fois, vous pouvez consolider et étendre votre base fournisseur. Et la vraie clé, c'est des marketplaces. Et il n'y a pas que pour notre paroisse. Moi, il y a une autre boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Manutan. C'est une marketplace française qui fait vraiment tout ce qui est matériel. À la base, ils étaient dans tout ce qui est matériel, bricolage, chantier, etc. Et ils se sont étendus tout en restant très focus sur une gamme de produits. Ils ne font pas tout et n'importe quoi. Mais vous verrez que sur les produits d'hygiène aussi, ils font ça. Je sais qu'en achat indirect, il y en a pour qui, dans vos secteurs d'activité, ça reste quelque chose. Il y a plein de références différentes. Les références coûtent pas cher. Vous avez beaucoup de fournisseurs. C'est compliqué à gérer. C'est galère sur le long terme. En fait, là, vous pouvez avoir une marketplace spécifique. Et tous les Gartner, les McKinsey et autres, Gartner dit qu'il y a déjà 60% d'entreprises, d'acheteurs qui utilisent le marketplace pour un quart de leur achat. Ça, c'est les stats à aujourd'hui. Et eux, ils partent du principe que 70% des marketplaces dans le B2B vont faire partie des transactions au niveau des sociétés dans les années à venir.
Donc, voilà. Et même ceux qui ne sont pas aussi ambitieux sur la proportion de switch vers les marketplaces, McKinsey a fait aussi un graphe de aujourd'hui, on a quelques marketplaces isolés, mais demain, en fait, dans votre, peu importe l'ERP que vous allez utiliser pour consolider tous vos fournisseurs, ben, vous allez peut-être avoir beaucoup de marketplaces, chacune spécialisée dans leur domaine. Et donc, voilà, ça vous permet de consolider et d'étendre vos bases fournisseurs de façon hyper efficace. Alors là, le retour, hein, pour donner une perspective à l'étude, c'est consolider significativement, c'est 27%, consolider légèrement, c'est 32%. Ensuite, pas de changement, 14%, et étendre légèrement, 24%. Et bah, du coup, peut-être que justement, là, il faut raisonner pour moi en se disant, OK, est-ce que je peux faire les deux à la fois? Parce que c'est une question qu'on se pose pas tant que ça. Et finalement, là, toutes les études qui sortent montrent qu'il est possible à la fois d'étendre et de consolider. Et ça répond vraiment aux enjeux du moment. J'ai plein de besoins aujourd'hui où j'ai des ruptures sur tel ou tel fournisseur, mais du coup, en même temps, voilà. En fait, il y a des solutions qui vous permettent de faire les deux en même temps et essayer de voir comment vous pouvez ratisser plus large pour amener cette surplus de fournisseurs tout en n'ajoutant pas des fournisseurs, comme tu disais, tu vois, entre 500 et 1000 euros. Effectivement, nous, des retours qu'on a des grands groupes internationaux, quand ils ont mesuré vraiment le coût d'un fournisseur dans leur base fournisseur, ça coûte une fortune. Et donc, du coup, effectivement, il faut réduire ça, mais il ne faut pas non plus réduire le nombre d'options que vous avez pour aider vos utilisateurs internes. C'est quand même bien ça le plus important. Vous avez des clients d'utilisateurs internes à satisfaire. Et du coup, pour ça, il faut des fournisseurs. Il y a un point qui est intéressant, je pense. Tu as beaucoup parlé de marketplace. Et, Bruno remonte. Quid de la qualité des fournisseurs sur une marketplace? Eh ben, c'est allez un peu trop. Merde, attends. Est-ce que je fais les deux en même temps? Voilà. Et je te propose, je vais arrêter le partage parce que comme ça, je vois aussi vos questions pour les dernières minutes. Ça me plaît beaucoup plus. Tu vois, c'est réflexion. Quid de la qualité des fournisseurs sur une marketplace? Ouais, alors merci Bruno pour la question. C'est en gros, les études montrent aussi qu'il y a différents types de marketplace et je pourrais t'envoyer des documentations pour aller fouiller plus. Je pourrais pas le faire en quelques minutes, mais en gros, tu as certaines grandes écoles de marketplace. Tu as celles qui vont faire office de broker. Donc finalement, OK, ils vont vous mettre plein de solutions dedans. Par contre, si c'est pas livré à temps, si c'est pas facturé, ils vont pas prendre la responsabilité. Et après, vous avez plutôt la catégorie, et là, nous, on se situe clairement là-dedans, Mark IT, c'est vous avez ce qu'on appelle de marketplace as a supplier. Et donc là, la marketplace prend l'entière responsabilité pour tous les fournisseurs additionnels qui vous offrent. Donc, pour moi, le sérieux, en fait, après, à vous de voir, il y a certaines catégories, peut-être le mode broker marche bien. Si vous voulez vraiment des marketplaces sérieuses, je vous inviterai plutôt à aller chercher des marketplace as a supplier versus le modèle broker qui, lui, finalement, ouais, il faut tester. Puis après, c'est avec le retour d'expérience et la confiance que vous. Je ne sais pas toutes, mais il faut savoir un peu dans quoi on met les pieds, quoi, effectivement, avant d'aller sur tout et n'importe quel type de marketplace. Ce que je te propose, c'est peut-être de poser la question, le dernier sondage, et après, on prendra. On peut dépasser. J'ai les coulisses qui me disent OK, on peut un peu dépasser. Donc, on ne sera pas coupé à 17h. Donc la dernière question, c'est qu'on voulait poser, c'est quelles sont les priorités du Software Asset Manager sur les 12 prochains mois. Donc le Software Asset Manager, c'est logiquement le meilleur ami de l'acheteur software qui consolide les besoins, qui connaît les règles de licence, etc., etc. C'est son meilleur allié. Je vous invite, si vous découvrez les achats logiciels, à vous renseigner sur les pratiques du Software Asset Management. Le SIGREF, qui est un club de DSI français, a écrit plusieurs livres blancs en 2013, en 2018, avec un peu d'aide de chez Elé, sur les bonnes pratiques du SAM. Donc, quelles sont ces priorités, enfin, quelles sont leurs priorités pour les prochaines années? On peut lancer le sondage en parallèle. Et on va prendre les quelques questions sur le chat. Marketplace, donc c'est Guillaume qui pose une question sur la marketplace achat spot ou achat de masse. Ouais, bonne question. Après, il y en a qui font les deux, il y en a qui feront que l'une ou l'autre. Là, franchement, je suis du genre à pas répondre quand je sais pas. Là, ou même sur la question SAM, je ne sais pas, donc je vais laisser à l'expertise à Guillaume. Ouais. Mais là, je vais vous dire, enfin, ça dépend parce qu'il y a des marketplaces qui font les deux. Donc, nous, notre marketplace vous permettrait, même si vous avez besoin d'acheter 1000, 5000 ordinateurs, 5000 disques durs externes, 5000 casques, 20 000 casques, on peut le faire et on est une marketplace.
Par contre, il y en a peut-être qui ne vous permettront pas de le faire parce que c'est des marketplaces qui intègrent des trop petits fournisseurs et c'est souvent là, c'est le mode broker qui fait ça. Donc, voilà, il y en a qui le font, il y en a qui ne le feront pas. Je ne peux pas parler pour ce que je ne sais pas. Je sais ce que nous, on peut faire et voilà. Mais c'est une bonne question. Il faut vraiment interroger. C'est une question pertinente à poser justement. Si vous découvrez une autre marketplace, vous dites tiens, ça peut m'aider à la fois à consolider et augmenter mon nombre de fournisseurs en même temps. Regardez, challengez vraiment. Si vous avez des gros besoins d'un coup, vous le savez. Posez leur lot sur la table à ce moment-là et vous regardez en fait ce qui en ressort. Je pense que ce serait ce que je ferais moi en tout cas si j'étais de nouveau acheteur, qui est le plus beau métier du monde. Ok, alors il y a juste une question c'est Heider qui dit marketplace ou plateforme d'intermédiation. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, il faudra définir plateforme d'intermédiation, tu vois, pour pas répondre à côté. J'avoue que là. En gros, je présume un peu de la question d'Eider, c'est est-ce que vous êtes juste une plateforme qui prend un markup? C'est peut-être ça, Heider. Est-ce que vous pouvez préciser la question? Après, qu'est-ce que fait Marketplace? On va prendre l'exemple, le temps que Heider précise. C'est quoi la valeur ajoutée de MarkIT sur le hardware? C'est peut-être ça la question d'Eider. Là, et pas parler que de MarkIT parce que. Ouais, non, mais c'est peut-être ça. C'est quoi la valeur que pourrait délivrer une marketplace au lieu de prendre un market, quoi. Je trouvais que cette notion de marketplace et à la fois consolider étendre la base fournisseur était hyper intéressante pour l'audience parce que sur le IT hardware et software, ça s'y prête très bien, mais ça s'y prête sur beaucoup d'autres catégories. Et surtout, c'est, comme je vous le disais au début, le but aujourd'hui, c'est de bouger vite et plus vite que les autres si vous voulez que votre équipes achats et vos départements achats surpassent un peu les concurrents dans le même domaine. Et ça fera une grosse différence sur le court terme, le moyen et le long terme. Et en fait, il y a à terme, les marketplaces vont pouvoir s'implémenter parce que nous, on peut faire, ça dépend de ce que veut le client. C'est-à-dire, en gros, on voit, je dis n'importe quoi, je prends SAP Ariba, je fais pas, ça pourrait être n'importe lequel ERP, des Coupa, voilà ce que vous voulez. En fait, la marketplace va pouvoir se greffer là-dedans. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez vous dessiner aussi tous vos cycles de validation, les notions de gestion de PO, enfin de démission de PO, etc. Mais ça n'empêche que vous allez quand même pouvoir vous greffer sur une marketplace sur le IT hardware, par exemple avec MarkIT. Vous avez parlé de Manutan sur la partie produits d'hygiène, produits de bricolage, etc. Vous pouvez les greffer des marketplaces. Et là, du coup, ça devient en fait finalement un fournisseur à part entière, mais intégré en fait à une politique d'achat commune et globale. Donc, tu vois, il n'y a pas que, pour moi, c'est vraiment prendre en compte que les marketplaces, il y en a qui existent depuis 20, 30, 50 ans. C'est vachement d'actualité dans la discussion parce qu'on dit que tout le futur est là. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs que vous pouvez déjà utiliser et implémenter au niveau de vos propres politiques d'achat et les ancrer au-delà de leurs échanges. Enfin, il ne faut pas penser B2C quand on pense marketplace. Il faut aller voir aussi ceux qui ont été faites en mode B2B depuis le début. Et c'est elles qui vont vous aider le plus au niveau de vos organisations pour vous. Ok. Alors, tu peux juste envoyer la dernière enquête. Donc, la réponse, alors c'est tout petit, je m'en excuse. La priorité des SAM, et c'est là que je rejoins les alliés, c'est finalement optimiser les coûts. C'est la première catégorie. Ensuite, c'est aller chasser les surdépenses et les licences non utilisées. À titre d'exemple, de nombreuses missions sont réalisées par Elé sur le software as a service et quasiment systématiquement, il y a plus de licences souscrites que d'utilisées. Donc, le premier axe d'optimisation, c'est celui-là, c'est regarder les usages. Combien j'ai acheté de licences, combien sont actifs, combien ne sont pas actifs depuis 30, 60, 90 jours. C'est ça les gros axes. Donc, le SAM peut vous aider à faire ça. Donc, je rappelle, le SAM, c'est le Software Asset Manager qui est capable de vous aider sur les problématiques de licensing au sein de vos organisations. Il peut être attaché à la DSI ou à la direction des achats, mais c'est un vrai bon allié. Donc, sa priorité, c'est de réduire les coûts pour les 12 prochains mois. Ça, c'est une étude d'un outil Flexera. Flexera est un outil qui permet de mesurer les usages logiciels notamment, et pas que. Voilà, il y avait juste une question avant de conclure, peut-être, et ça sera peut-être la dernière question, c'est quoi les priorités? Oui, c'est Lisa qui dit quel piège à éviter sur les achats hardware et software pour un acheteur prenant en charge cette catégorie? Vous avez 1 minute, Steve.
Bon, merci. Et on aurait, tu vois, on aurait dû traiter les pièges à éviter. Moi, j'en ai deux. Il y en a un, arrêter les listes, en fait, les listes, les comparaisons de listes de prix avec vraiment, voilà, je veux cette souris ABCD1. Raisonner avec des critères. Je veux une souris sans fil. Vous pouvez même ajouter des critères avec le degré de réactivité de réponse. Mais en fait, si vous faites pas ça, vous tombez dans le piège de l'opacité du marché IT hardware, c'est-à-dire que vous mettez toujours entre 3 et 6 mois, voire plus 6 et 12 mois à faire vos appels d'offres. Vous avez négocié le prix de cette souris, mais en fait, la ABCD1 elle va être remplacée par la ABCD2, par le constructeur et ou votre vendeur historique. Et la ABC2, c'est la même, mais elle coûte 20 ou 30% plus cher. Donc en fait, ce que vous avez négocié, vous l'avez utilisé peut-être 2, 3, 5 mois, même pas. Et après, vous payez la nouvelle référence beaucoup trop cher. Donc arrêtez ces trucs-là sur l'IT hardware. Ça vous dessert entièrement et vous y perdez autant de temps que d'argent. Et la deuxième, je dirais surtout, on travaille maintenant beaucoup là-dessus cette année avec nos clients, c'est essayer de remonter vraiment les partenariats locaux que peuvent avoir sur les grands groupes ou les groupes français qui ont un maillage territorial assez élevé. Souvent, tel site va avoir un accord avec telle marque et ça va pouvoir. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais des fois, ça bloque la possibilité de faire une politique globale sur telle ou telle marque. Je peux prendre l'exemple des casques où Jabra étant une des marques, il y a aussi Polycom ou autre. Un site peut avoir un accord avec un revendeur et ça va vous empêcher ensuite de prendre cet accord et de le placer auprès d'un revendeur qui, lui, peut vous mettre une solution globale entre les mains. Donc, attention aux deals locaux, essayez de bien les centraliser, même de façon un peu bêta au début, et arrêter les listes de prix figées. Ce seraient mes deux pièges à éviter pour bien démarrer 2021. Et toi, ça soft, Guillaume, du coup, je sais pas si sur le soft, il y en a énormément, il y a beaucoup de pièges. Donc déjà, un des pièges à éviter, c'est qu'est-ce que j'achète et quand je vois c'est du software as a service, attention. Donc le SaaS est un vrai enjeu et ça fait partie des vrais pièges puisqu'on va vous loquer des quantités sur peut-être des durées assez longues, pouvant aller jusque 3 ans. Vous allez vous engager sur des quantités fermes. Donc attention à ça, ne pas s'engager trop vite. Les projets sont toujours trop confiants. Pour avoir quelques réponses sur comment acheter le SaaS, Hélé a écrit un article dans la lettre des achats de décembre, donc je vous invite à aller le consulter. Et puis derrière, c'est les pièges, finalement c'est caper les renouvellements. Bon nombre de nos clients viennent nous trouver en disant on a fait un plus 8, 6, 10, 20, 30, 40% en première offre. Comment on fait pour essayer de faire baisser la facture ou au moins de ne pas la faire augmenter? Dans les contrats, on pense aussi à bien définir les bénéficiaires, enlever les URL qui peuvent évoluer souvent en la défaveur des clients. Et donc, ça fait partie des quelques recommandations qu'on peut livrer en une minute. Les pièges sont souvent dans le détail des contrats qui sont souvent transmis bien tardivement par la part des éditeurs. Donc voilà. Est-ce qu'on a encore une question ou est-ce qu'on rend la parole? Sachant que on pourrait, j'ai encore pas mal de détails, de questions qui viennent, et maintenant je les revois de nouveau, tu vois. C'est assez frustrant en fait, tu vois, quand tu es en train de partager, je la partage avec l'audience, je suis désolé parce que ça rend aussi interactif, les sondages c'est top, mais quand on les lance, on ne voit pas vos questions, donc je ne peux pas les piocher, alors que c'est ce que j'aime beaucoup dans ce type de format qu'on fait avec Guillaume. Donc à méditer pour les prochains pour qu'on fasse que du question-réponse. Donc les il y en aurait d'autres aussi sur la partie hardware qui serait intéressante. Donc, juste sur la partie format, aujourd'hui, c'était vraiment un échange qu'on avait avec une centaine d'acheteurs, aussi bien soft que hard. Mark IT fait aussi des événements. Hélé fera aussi des événements. Alors, je te laisse la parole sur Mark IT juste après, sur des événements peut-être axés Mark IT. Hélé fera des événements très prochainement sur Microsoft, Salesforce, l'organisation, les process, les outils, avec du contenu beaucoup plus riche, des slides, beaucoup plus de top-down que de partage. On ne répondra pas forcément aux questions en live, on les prendra éventuellement, mais ça sera beaucoup plus du top-down. Qu'est-ce que c'est les prochains événements côté Mark IT? Ouais, alors du coup, nous, ce qui est top, c'est que moi, j'ai mes anciens coéquipiers aux achats chez Amaris, qui est basé, vous l'avez vu sur ceux qui ont participé à l'ancien webinaire, donc Baptiste, qui est basé à Shanghai maintenant depuis 6 ans. Donc, il peut nous donner un angle de vue hyper intéressant sur ce qui se passe en Chine et la zone Asie. Et on a un autre, Nicolas, chez nous, Mark IT, qui travaille. Alors, lui, il est basé en
en Slovénie et ils gèrent tous les Balkans. Et c'est une zone qui est hyper intéressante en fait. Donc je pensais, voilà, en tout cas une des thématiques, c'est de donner des angles de vue de zones géographiques différentes qui ont vraiment des challenges et des particularités. Donc pour les acheteurs IT hardware globaux, bah là ça vous donnera vraiment des retours d'expérience de personnes qui connaissent bien leur marché. Et vous verrez que c'est pas exactement comment ça se passe en France, même s'il y a des similitudes. Donc voilà, on va enchaîner avec des thématiques comme ça. Et puis encore une fois, selon vos retours, là, il y a plein de choses, on ne peut pas répondre à tout. Donc, merci beaucoup pour tous ceux et celles qui vous êtes beaucoup à nous avoir posé des questions. Et moi, quand je réfléchis à haute voix, je me dis la prochaine fois, je pense que je vais presque éviter les slides parce que, tu vois, je vois moins les questions et voilà, c'est hyper, je trouve ça sympa quand on interagit directement avec l'audience. Donc, ouais, si vous avez des thèmes, alors la dernière fois, beaucoup de personnes nous ont demandé best practice, achat IT, software, hardware. Est-ce qu'on en refait une en prenant uniquement vos questions ou est-ce qu'on fait vraiment un autre thème? N'hésitez pas à nous contacter. Donc, je crois qu'il y a les adresses mail qui seront apparues tout à l'heure. Et puis, vous nous connaissez aussi sur LinkedIn. N'hésitez pas. D'ici là, attention au piège. Exactement. Attention au piège. Attention, partez avec les best practices. Et puis, merci Guillaume. Toujours un plaisir de faire ces webinaires avec toi. Et puis, plus on en fait, plus on progresse. C'est que notre second tous les deux. Et c'est toujours un plaisir. On va continuer à en créer grâce à vous. Et donc voilà, n'hésitez pas, vous avez des thématiques, ça nous donne aussi des idées. C'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire celui-ci en début d'année alors qu'on est tous les deux débordés. Mais voilà, c'est un plaisir, donc on continuera. Merci beaucoup pour votre temps. Et n'hésitez pas, question à Guillaume sur le software, question à Marc IT sur le hardware. Parce que toi, tu factures les réponses. Hein? Est-ce que non? Tu factures les réponses. Non. Allez, bonne journée à tous. Bonne année 2021 à tous, au revoir. Au revoir.